L'éducation financière. Qu'est-ce que c'est que l'éducation financière? Quelle est l'importance de l'éducation financière? Merci d'être de nouveau connecté sur Focus Success, où nous allons développer aujourd'hui une notion beaucoup plus importante qui est l'éducation financière. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école. Les enfants vont étudier, mais dans tout ce qu'ils apprennent, on nous met de les enseigner l'éducation financière. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer qu'est-ce qu'est l'éducation financière, comment arriver à cultiver l'éducation financière, comment arriver à acquérir l'éducation financière ou l'intelligence financière qui va vous permettre d'avancer et de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Alors, dans l'idéal, à quoi devait servir l'éducation? L'éducation devait servir à développer un esprit critique, à développer les capacités de communication et aussi à développer les aptitudes qui renforcent les capacités de réflexion de l'homme. Dans la construction d'un homme, 4 dimensions d'éducation sont à envisager. Pour qu'une personne soit complètement formée ou bien formée, il lui faut avoir appris dans ces 4 dimensions. Il y a par exemple la dimension mentale, c'est là où on parle de l'éducation mentale. Il y a la dimension intellectuelle. La dimension intellectuelle concerne plus le développement de capacités cognitives, le développement de la raison. Il y a l'éducation spirituelle qui montre à chaque personne de développer des valeurs, de développer une culture de travail qui vous permette d'avancer et de considérer ce qu'il y a autour de vous. Il y a l'éducation émotionnelle qui vous permet de voir ou de mieux apprécier votre relation avec vos semblables. Et alors, l'éducation financière s'inscrit dans la capacité ou sinon dans la dimension d'éducation mentale parce que là, il vous permet d'améliorer vos relations avec l'argent. L'éducation financière, s'il faut le définir, c'est une forme d'éducation. C'est une forme d'éducation qui vous permet d'améliorer votre relation avec l'argent de manière aussi simple. C'est-à-dire, comment vous faites pour accumuler de l'argent? Comment vous faites pour arriver à le dépenser et aussi comment vous faites pour arriver à investir et continuer à en avoir un peu plus et continuer à avancer dans votre prospérité financière. Dans la vie, certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, d'autres en gagnent beaucoup trop peu, mais vous remarquez parfois que ceux qui gagnent plus d'argent arrivent toujours ils sont toujours à court d'argent. Parfois, vous remarquez d'autres qui en gagnent moins, mais ils sont épanouis et ils continuent à croître dans leur business, dans leurs affaires. Ils vivent pratiquement une vie équilibrée. Qu'est-ce qui fait que ceux qui gagnent plus d'argent sont toujours à court d'argent, alors que ceux qui gagnent peu d'argent sont parfois en train de vivre la prospérité financière? C'est justement la question de l'éducation financière. La différence entre ces deux catégories ne réside que dans l'accumulation ou dans la possession de ce qu'on pourrait appeler l'éducation financière. L'éducation financière est, comme je l'avais dit tantôt, l'éducation financière, c'est une forme d'éducation qui améliore simplement votre relation avec l'argent. Il vous donne une culture pour savoir comment gérer l'argent, comment l'accumuler et comment arriver à continuer à vivre ce qu'on appellerait la liberté financière. À la différence de l'éducation classique, l'éducation financière vous apprend à être riche. Parce que dans l'éducation classique ou ce que nous venons à l'école, on nous enseigne tout, sauf comment nous devons arriver à gérer notre argent, à accumuler de l'argent. Ça, on ne dit rien, sinon à devenir riche. Donc, je crois que vous avez compris avec moi ce que c'est l'éducation financière. L'éducation financière, nous l'avons dit, c'est vous permettre d'améliorer votre capacité à gérer de l'argent, votre relation avec l'argent et vous vous améliorez comment? En développant ou en cultivant une intelligence financière. L'intelligence financière, le concept, on le doit à Robert Kiyosaki qui a réussi à le populariser. Il arrive à définir ce concept comme étant une partie de votre intelligence globale que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes financiers. C'est quoi l'intelligence financière?
c'est une forme d'intelligence qui vous permet de résoudre des problèmes financiers. Comment un homme arrive à résoudre des problèmes financiers? Plus vous rencontrez des problèmes financiers, mieux vous faites pour les résoudre, plus vous accumulez de l'intelligence financière. Donc, un homme qui fait face aux difficultés financières a en réalité devant lui une opportunité pour cultiver son intelligence financière. L'intelligence financière est le fruit de l'expérience vécue, des leçons tirées dans les résolutions des problèmes financiers. Devenir intelligent financièrement, c'est devenir plus avisé. Ça veut dire que vous avez été en face des difficultés financières et grâce à votre génie, vous avez trouvé un moyen pour résoudre ces problèmes financiers-là. Du coup, vous avez accumulé de l'expérience, vous avez accumulé de l'intelligence pour que lorsque vous ferez face à une nouvelle situation financière ou à un nouveau problème financier, vous saurez encore utiliser ce que vous avez appris de votre expérience passée. Donc, dans l'intelligence financière, nous voyons l'accumulation d'expériences, nous voyons l'accumulation des leçons du passé que vous avez fait face aux problèmes financiers et vous devenez beaucoup plus avisé pour résoudre les prochains problèmes financiers qui vous arrivent. De manière pratique, comment vous arrivez à accumuler de l'intelligence financière ou comment vous arrivez à améliorer votre éducation financière pour devenir une personne qui vit la liberté financière. Parce qu'en réalité, le but poursuivi en accumulant de l'éducation financière, c'est permettre à l'homme de vivre la liberté financière. La liberté financière, c'est lorsque vous ne réfléchissez plus pour dépenser, vous n'avez plus des retenues, c'est-à-dire vous n'êtes plus démuni, vous savez facilement faire face à certaines dépenses qui autrefois n'étaient pas le cas. Alors, quand vous avez accumulé l'éducation financière, vous vivez la liberté financière. La liberté financière, c'est aussi la liberté de choix, la liberté de choisir ce que vous voulez manger, la liberté de choisir ce que vous voulez faire, la liberté de choisir d'éviter d'aller au travail, la liberté de choisir d'éviter de dépendre d'un salaire chaque mois, la liberté de choisir le mode de vie que vous voulez. Donc, quand vous accumulez une bonne éducation financière, vous développez ou sinon vous arrivez à avoir de la liberté financière. De manière pratique, l'amélioration de son éducation financière commence par une auto-évaluation de sa situation financière. Ça veut dire quoi? Vous vous mettez très calmement. Vous vous analysez très sagement votre situation financière. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites pour l'avoir? Et qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Quand vous analysez vos finances, quand vous auto-évaluez vous-même votre situation financière, c'est le premier pas pour commencer à accumuler plus de finances. Si vous ne savez pas comment vos finances actuelles ne vous arrivent, comment vous faites pour arriver à les dépenser, vous ne saurez jamais comment mieux avancer pour atteindre la liberté financière. Donc, de manière pratique, le premier pas vers l'accumulation ou le développement de l'éducation financière commence par une auto-évaluation sincère de votre situation financière actuelle. Pour vous aider, sur une note de 1 à 5, notez-vous vous-même. Comment appréciez-vous votre revenu? La source par laquelle votre revenu vous arrive. Est-ce que s'il est beaucoup plus important, vous notez 5. S'il est moyennement important, vous pouvez aller à 4, 3 et quand il est vraiment médiocre à votre niveau, selon votre appréciation, vous mettez 1. Et vous prenez encore une autre donnée, votre manière de dépenser. Comment arrivez-vous? Est-ce que vous êtes impulsif pour dépenser? Vous dépensez parfois pour rien. Il y a des gens parfois qui dépensent pour des choses qu'ils n'ont même pas besoin. Vous le voyez les accumuler alors qu'il n'en a pas besoin, mais il dépense pour ça. Parfois, il peut se dire, je n'ai pas d'argent pour faire ceci, cela, mais il a payé pour un abonnement Netflix qu'il ne suit même pas. Il a payé pour un abonnement Canal+, il n'est même pas disponible pour suivre parce que déjà, toutes les informations lui arrivent au téléphone. Donc, notez-vous sur vos capacités à dépenser, sur votre manière de dépenser.
Notez-vous sur une échelle de 1 à 5. Ça, c'est une auto-évaluation sincère de vous-même. Vous vous regardez, vous vous dites, ah, sur le plan des finances, sur le plan de la gestion de mes propres finances, je pense que je ne suis pas fameux. J'ai besoin d'apprendre des leçons qui pourront me permettre de m'améliorer. Deuxièmement, après avoir fait une auto-évaluation de votre personne, de votre relation avec l'argent, de vos finances, vous devez maintenant passer par ce qu'on appelle la vérification. La vérification de vos dépenses. Comprenez qu'en tant qu'entrepreneur, si vous ne savez pas gérer le flux financier qui entre et sort de vos poches ou dans votre entreprise, vous êtes bien parti pour fermer parce que tout ce que vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez non plus le gérer. Or, dans une entreprise, vous êtes appelé à gérer. Vous devez gérer surtout les flux financiers parce que c'est de là que la croissance de l'entreprise va advenir. Alors, dans la vérification, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, vous connaissez très bien ce que vous gagnez, comment vous le dépensez, qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez. Si vous ne gagnez pas encore quelque chose, vous savez quand même que vous arrivez quand même à dépenser. Vous avez quand même une dotation qui vous vient de X ou Y personnes. Mais si jamais vous avez un revenu qui entrerait chaque mois, ce que nous allons vous demander, c'est de prendre un bloc-notes, de préférence un tout petit. Vous allez noter dans cette bloc-notes-là, chaque fois que vous dépenserez. Et pour tout ce que vous allez dépenser, vous devez les noter sur ce bloc-notes-là. Pour toutes les entrées que vous allez avoir au courant d'un mois, vous allez les noter chaque jour. Par exemple, quand vous vous réveillez le matin, vous vous préparez pour aller au travail, l'argent que vous dépensez pour aller vers votre lieu de travail, le transport que vous payez, vous notez, j'ai dépensé autant pour le transport. Quand vous arrivez dans votre lieu de travail, si vous payez quelque chose à manger, une nourriture pour manger, vous notez combien vous dépensez pour cette nourriture-là. Et quand vous rentrez aussi de votre travail, vous notez toutes les dépenses. Si vous êtes un père de famille, tout ce que vous laissez sur la journée pour la survie du ménage, vous les notez aussi. Vous faites ça comme ça pendant au moins 3 mois. Vous faites 3 mois de vérification. Vous découvrirez par vous-même où va votre argent. Et là, vous serez étonné de voir que parfois, il y a de l'argent que vous dépensez pour rien. De l'argent que vous pouvez économiser. Je donne un exemple simple. Imaginez que pour vous nourrir dans votre lieu de travail, vous arrivez à dépenser une somme équivalente à 5 $ par jour. Quand vous accumulez 5 $ par jour, sur 26 jours, ça vous fait quelque chose d'important. Mais imaginez maintenant que parce que vous faites votre vérification, vous remarquez que cette dépense-là vous coûte cher et vous commencez à amener la nourriture de la maison vers le lieu de travail. Vous allez comprendre que cette nourriture que vous amenez de la maison vers le lieu de travail, ça vous coûtera beaucoup moins cher que la nourriture que vous consommez au niveau de votre lieu de travail. Déjà, c'est une nourriture qui n'est pas forcément de bonne qualité, mais il vous coûte encore beaucoup plus cher. Et en faisant votre vérification, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs dépenses que vous avez coutume de faire, mais qui peuvent être évitées. Mais quand vous les étalez sur un bloc-notes, sur un papier, vous savez voir qu'il y a une dépense. Cette dépense, il était évitable. Mais quand je suis allé le faire, ça m'a coûté de l'argent. L'autre avantage qu'offre la vérification, c'est-à-dire la vérification avec le bloc-notes, c'est que vous en aurez marre de sortir chaque fois votre bloc-notes pour noter la dépense. Alors, pour éviter de sortir votre bloc-notes, vous allez vous obliger à ne pas dépenser. Et parfois, ça serait une dépense qui pouvait être, que vous pouvez vous en passer. Donc, nous vous conseillons de faire vous-même votre propre vérification de vos dépenses. Après avoir fait une auto-évaluation de votre situation financière, faites la vérification de vos dépenses, c'est-à-dire notez sur un bloc-notes tout ce qui entre, tout ce qui sort de vos poches.
Si l'exercice est fait pendant au moins 3 mois, vous allez découvrir après analyse qu'il y a effectivement des dépenses que vous pouviez éviter. Et quand vous les comptabilisez sur la période, ça vous fait un chiffre qui n'est pas rien. Alors que vous criez que vous n'avez pas d'argent, il y a de l'argent que vous dépensez pour des dépenses qui pouvaient être évitées. Faites votre vérification. En tant qu'entrepreneur, la vérification de vos dépenses va armer votre mental, va vous discipliner dans la gestion des dépenses, dans la gestion financière de votre entreprise. Après avoir fait la vérification de ces dépenses, vous arrivez à comprendre quelles sont les fuites. Les fuites, ça veut dire quelles sont les dépenses inutiles que vous avez l'habitude de faire, que vous pouvez désormais boucher, c'est-à-dire éviter de les faire. La troisième leçon pour continuer à développer son éducation financière, c'est d'arriver à se payer en premier. Se payer en premier veut simplement dire, lorsque vous recevez un revenu, avant d'exercer n'importe quelle dépense, avant de planifier n'importe quelle dépense, vous devez d'abord vous payer en premier. Ça veut dire mettre de côté 5, 10, voire 20% de votre revenu. Les 20% ou les 10% ou les 5% que vous mettez de côté, c'est de l'épargne. Vous décidez de mettre 10%, quand vous décidez de mettre 10% de côté, indirectement, vous obligez votre cerveau à se débrouiller pour vivre avec les autres 90% qui restent. Généralement, certaines personnes disent, avec mon salaire, avec mon revenu, je n'arrive même pas à nouer les 2 bouts du mois. Comment arriverai-je à mettre de côté 10%? Pourtant, vous savez aussi avec moi que si vous perdez cet emploi-là ou ce travail-là, vous continuerez quand même à vivre. Vous continuez quand même à vous débrouiller. Mais le cerveau humain est fait de sorte que lorsque vous avez un revenu, si vous mettez 10% de côté, le cerveau va se débrouiller avec les 90% qui restent. Mettez-vous dans la tête que chaque fois que vous recevez un revenu, vous devez mettre 10% de côté. Et les 10% que vous mettez de côté, ce n'est pas simplement de l'épargne pour thésauriser de l'argent ou sinon pour garder de l'argent inutilement. Non. C'est une épargne qui vous permet de construire votre business, qui vous permet d'investir. On l'appelle l'épargne d'investissement. Ce n'est pas une épargne pour faire face aux imprévus, non, mais plutôt pour faire face aux investissements. Donc, payez-vous en premier, mettez de côté 10% de votre revenu, 10% de tout ce que vous gagnez, mettez-les de côté, mais vous les mettez de côté pour que ça vous permette de mettre en place un... Pourquoi vous mettez de côté 10%? Vous avez fait une analyse de votre situation financière. Et il se peut que dans l'auto-évaluation que vous avez fait à la première étape, vous ayez découvert que vous avez des dettes. Lorsque vous décidez de mettre 10% de votre revenu de côté, si vous avez des dettes, votre premier objectif financier devait être d'abord de couvrir toutes ces dettes, c'est-à-dire de payer toutes ces dettes. Les revenus que vous allez obtenir de la vérification, c'est-à-dire lorsque vous découvrez les dépenses inutiles que vous avez l'habitude de faire, quand vous commencez à comprendre que vous ne le faites plus, ça veut dire que vous avez bouché le trou. Les revenus que vous dépensiez pour des futilités ou des activités qui ne sont pas indispensables, vous pouvez maintenant les récupérer, cette fois-là, pour financer le paiement de vos dettes. Lorsque vous avez des dettes, votre premier objectif financier devait être de payer ces dettes. Ensuite, lorsque vous avez payé les dettes, d'ailleurs, pour arriver à payer les dettes, vous devez les classer par ordre d'importance, c'est-à-dire de la plus petite dette à la plus grande. Quand vous commencez à résoudre une petite dette, vous le mettez de côté et vous avancez comme ça, vous allez voir que ça va même vous motiver à continuer de mettre de côté vos 10% de revenus pour combler encore plus de dettes et arriver à vous libérer financièrement. Lorsque vous finissez avec les dettes, c'est alors que vos 10% que vous mettez de côté vont maintenant être accumulés pour vous servir à mettre en place un projet, à mettre en place un business, suivant bien sûr les formations que vous allez aussi accumuler.
Après que vous ayez payé en premier, vous devez maintenant mettre en place un objectif financier. Comprenez que nous vous avons dit que lorsque vous avez une dette, si dans votre évaluation vous trouvez que vous avez des dettes, votre premier objectif financier devait être d'abord le paiement ou la résolution des différentes dettes. Ensuite, construire un objectif financier. Alors, un objectif financier, c'est un objectif qui vous permet soit d'investir de l'argent pour gagner encore plus d'argent, soit de créer un business ou une entreprise qui vous permettra de gagner encore plus d'argent. Mettez en place un objectif financier. L'objectif financier, il est stimulant. Il vous permet de voir dans quelle direction vous voulez aller. Par exemple, lorsque vous voulez mettre en place un business dont le capital de départ vous demande d'avoir, par exemple, 900 $. Vous comprenez que si vous accumulez, ou sinon, si vous vous payez en premier chaque mois 10%, il vous stimule à aller encore davantage dans cette logique-là parce que vous tenez à mettre en place votre objectif financier, vous tenez à accumuler le capital nécessaire pour vous permettre de commencer votre business. Parce que il vous faut, par exemple, il vous faut de 900 $. Voyez-vous, un objectif financier vous permet de ne pas perdre de la motivation. Il vous motive à accumuler encore beaucoup plus d'argent parce que vous voulez mettre en place ce projet qui vous permettrait de gagner encore beaucoup plus d'argent. Et la sixième leçon, c'est d'apprendre à investir. On n'investit pas n'importe comment. Il vous faut apprendre à investir. Apprendre à investir s'apprend. Dans l'apprentissage, vous pouvez apprendre à développer vos capacités, à développer votre personnalité, à développer votre réactivité, à développer vos capacités émotionnelles, mais aussi à développer votre sens de lecture des investissements. Vous ne pouvez pas investir dans tout. Vous devez même apprendre à investir. Comprenez, au départ, nous avons dit que l'intelligence financière, ça se développe par l'accumulation au fur et à mesure que vous faites face aux problèmes financiers. Lorsque vous arrivez à le résoudre, ces différentes victoires-là accumulées construisent en vous une intelligence financière qui vous permettra de faire face aux nouveaux investissements, de savoir apprécier tel niveau d'investissement ou telle activité ou telle autre avant de vous investir. J'étais avec un collègue, ou sinon un ami. Il avait une manière d'investir qui nous avait vraiment intéressé. Je vais vous le partager. Qu'est-ce que le collègue avait fait? Le collègue a simplement listé les dépenses quotidiennes de sa maison, de son ménage. Alors, il s'était donné comme tâche de développer une source de revenus pour couvrir chaque dépense de son ménage. Ainsi, il pouvait savoir le paiement de loyer sort de tel business. Les paiements de l'abonnement Canal+ sortent de tel business. Les paiements des frais scolaires des enfants sortent de tel business. Ainsi de suite. Du coup, les dépenses de son ménage étaient pour lui une inspiration pour développer chaque business. Il savait que si je paye un loyer de 300 $, je dois développer une activité qui doit me permettre d'avoir au minimum une rentabilité de 300 $ afin de payer mon loyer. Ainsi de suite pour les restes des dépenses. Alors, qu'est-ce que le collègue avait fait? Il a listé ses dépenses et il a listé dans un tableau, il pouvait cocher tel niveau de dépense. Il y a déjà une activité derrière pour le couvrir. Tel autre niveau de dépense, il y a déjà une activité derrière pour le couvrir. Ainsi, parce qu'il travaillait, de son revenu, son salaire était devenu tout simplement de l'épargne qui lui permettait d'avoir plus de liberté, plus de fonds pour investir dans d'autres projets beaucoup plus importants. Comprenez? Donc, apprenez aussi à investir. Si vous pouvez prendre les dépenses de votre ménage ou bien une situation financière que vous voulez résoudre comme socle pour vous permettre de développer les autres sources de revenus qui pourront permettre de couvrir chaque niveau de dépenses, je crois que vous allez avancer beaucoup plus rapidement dans l'acquisition ou sinon dans la liberté financière.
Vous avez certainement un rêve, un objectif de vie, et ce rêve vous coûtera certainement de l'argent. Alors ne laissez pas le souci financier vous barrer la route vers l'accomplissement de votre rêve. Prenez chaque souci financier comme un objectif intermédiaire avant d'atteindre l'objectif principal. Votre objectif principal, c'est d'atteindre la liberté financière. Votre objectif principal, c'est celui-là. Alors, tout obstacle financier, tout souci financier devait être considéré comme un pas ou sinon un objectif intermédiaire avant d'atteindre un objectif principal qui est la liberté financière. Quand vous voyez un problème financier, pour vous, vous devez développer derrière une source de revenus pour commencer à combler ces problèmes financiers-là. Ainsi de suite, les problèmes financiers seront désormais des opportunités de développer des nouveaux business pour vous et non des soucis qui vont vous mettre à plat. Merci d'avoir suivi cette nouvelle formation. Je vous donne rendez-vous pour les autres prochaines formations, toujours dans le Focus Success. Merci et prenez bien soin de vous.